Salut à tous, j'espère que vous allez bien, c'est Romain et on se retrouve aujourd'hui pour revenir à froid sur la victoire 2-0 des Parisiens à Lens hier soir. On a une semaine à tuer sans le PSG de Luis Enrique qui reviendra samedi contre Orléans en Coupe de France. Donc on va commencer aujourd'hui par tirer des enseignements collectifs et individuels du match qu'on a vu hier, avec pour commencer une grosse nuance concernant la structure des Lensois. D'abord la disposition en 3-4-3, par exemple la Real Sociedad, adversaire choisi au hasard, n'utilise pas ce système. Le pressing, lensois, même s'il a été moins intense que prévu hier soir dans la préparation en amont par le staff de Luis Enrique, bien sûr qu'il était pris en considération. Et puis les profils des joueurs, avec les pistons qui t'imposent un certain défi athlétique qui me fait penser qu'en fait, tout le débrief qu'on va faire là du match hier soir doit être fait en gardant bien en tête que je pense, et j'espère aussi, que les choix de Luis Enrique hier soir étaient faits exclusivement sur le match d'hier soir. Voilà, c'était des choix par rapport à la particularité de l'adversaire plutôt qu'une tendance qui tendrait à se pérenniser sur les prochains matchs. Bref, on va développer tout ça dans cette vidéo, installez-vous, c'est parti. Avant que la vidéo commence, petit placement de produit pour le site ZoFoot qui vous propose des répliques non officielles mais d'excellente qualité de tous vos maillots préférés, beaucoup d'équipes représentées, sélection nationale aussi, avec des badges, écussons et flocages d'excellente qualité comme les coutures. Vous pouvez personnaliser tout ça au moment de votre commande avec 10% de réduction. N'hésitez pas à utiliser le code qui est dans la description, tout comme le lien vers la boutique et les détails de la promotion en cours. Vous avez un ou plusieurs maillot offert en fonction du montant de votre panier. Le maillot est à indiquer au moment du paiement dans la page de commentaires. Et pour la livraison, sachez qu'il vous faudra entre 15 jours et 3 semaines grand maximum pour recevoir votre commande. Voilà, merci à eux, c'est eux qui régalent. Alors, commençons par une observation qui dénote un peu avec ce qu'on voit du PSG de Luis Enrique ces derniers temps, puisqu'on a retrouvé hier soir l'équipe du début de saison qui joue quasi exclusivement vers l'extérieur avec des passes qui, à la récupération ou en phase de construction, sont instinctivement orientées vers les ailes. Barcola qui collait la ligne, Dembélé, la semaine dernière contre Revel en Coupe de France, on avait vu une avalanche de buts où les différences sont faites dans l'axe, dans la densité. Vous me direz, c'est un match qui vaut rien, mais sur la fin d'année 2023, le PSG, dans cette dimension, se diversifiait, on réussissait à faire plus de différence à l'intérieur du jeu. Là, hier, les Lensois, évidemment, mettaient beaucoup de densité, donc on fuyait un petit peu cette zone-là. Est-ce que c'était un choix de Luis Enrique pour le match d'hier, particularité que j'évoquais en intro? Ça peut s'entendre parce que Ugarte, Vitinha qui a fait beaucoup plus de passes vers l'avant que l'Uruguayen bien évidemment, c'est quasiment que des passes qui sont orientées extérieures. Et alors, dans tout ça, il y a encore autre chose qui dénote, c'est le rôle assez particulier qu'a eu Ousmane Dembélé hier. Alors on sait que Achraf Hakimi n'est pas là, que évidemment ce duo, en fait, chacun des deux joueurs, Hakimi comme Dembélé, doit s'analyser en prenant le second, en fait. C'est-à-dire qu'ils sont tous les deux interdépendants. Hein. Et donc là, Dembélé avait un rôle un petit peu nouveau, qui était plus orienté justement vers l'axe. Le peu de passes qu'on a fait dans l'axe, c'était celle de Dembélé. Et c'était pas forcément des centres en retrait après un débordement. C'était des passes depuis des positions un peu plus reculées, voilà, un petit peu moins écartées. C'est vrai qu'il collait moins la ligne, il prenait beaucoup moins les solutions de 1 contre 1, les débordements. Et c'est vrai qu'on a vu un Dembélé un peu différent dans un positionnement entre les lignes, mais aussi sur certaines phases de jeu plus bas, voilà, sur la même ligne qu'un Zaïre Emery, qu'un Carlos Soler, voire derrière eux. Hein, il n'y a qu'à voir, à un moment donné, on a vu sur Amazon la map des positions moyennes des joueurs, et Dembélé était relativement bas hier. Donc, est-ce que c'est l'absence d'Hakimi qui a fait ça? Alors, l'année dernière, avec les cracks qu'on avait, donc à savoir Pepsi, Neymar et tout ça, on disait, ces joueurs-là ne doivent pas jouer bas parce qu'après, ils perdent leur lucidité dans le dernier tiers. Sachant qu'Ousmane Dembélé n'a pas de lucidité dans le dernier tiers, peu importe où est-ce qu'il est situé au début de l'action, bon, c'est quelque chose qui me gêne pas trop. Mais c'est vrai qu'hier, il a fait un match assez différent de ce qu'on voit de lui d'habitude. De l'autre côté, à gauche, Barcola collait systématiquement la ligne. Et ça, c'est évidemment une consigne
de Luis Enrique. Et on y reviendra quand on parlera de la prestation de Barcola hier, qui a gagné bien évidemment sa place de titulaire pour les prochains matchs, qui s'annoncent assez rudes, même si c'est des échéances un petit peu lointaines encore, avec du temps pour se reposer. Mais c'est vrai que tout le temps, Barcola était fixé sur cette ligne. Et en réalité, des 11 joueurs, en fait, c'est le seul dont on est certain de sa position. C'est-à-dire que t'envoies un vieux ballon pourri le long de la ligne de touche au niveau de la ligne médiane, tu sais que Barcola sera dans les parages. Alors qu'à droite, Dembélé peut décrocher, peut aller vers l'axe, Mbappé c'est pareil, au milieu de terrain ça interchange beaucoup, il y a beaucoup de liberté. Ce que je veux dire, c'est que Barcola c'est vraiment le joueur qui est un peu, si on veut parler en termes péjoratifs, le plus bridé dans ce système, celui qui bouge le moins. Alors concernant la structure défensive, je l'ai trouvé friable, bien évidemment, par moment. Je pense que le ressort numéro 1, c'est le milieu de terrain, où on a sauté. Pourtant, Ugarte fait un bon match. Hier, j'ai été un petit peu dur avec lui, même si je mettais déjà en avant certaines bonnes phases de son jeu hier. Sa présence dans la surface sur les centres lensois, le fait qu'il ait récupéré des ballons assez haut, très tôt, dans les phases de construction de l'adversaire. Vitinha a aussi fait un bon match, plus avec ballon. Bien évidemment, il faut noter Carlos Soler, qui perd tous ses duels, donc ça, c'est une vraie difficulté. Et donc je pense qu'hier, là où on a vraiment pêché, c'est au milieu. En défense, et on va y venir, on va développer tout ça, il y a eu des erreurs très grossières, notamment en première en fait. C'est-à-dire que Lucas Hernandez, Marquinhos, leur première mi-temps est bien moins bonne que la seconde, et Danilo, son penalty idiot, c'est en première. Après, en seconde, il fait quand même un gros match. Et globalement, les Lensois, en réalité, même s'ils ont plus d'expected goals que nous, ça, tu vois, dans le débrief à chaud, j'en parlais hier, c'est pas quelque chose que j'aurais deviné. Ça m'a un petit peu surpris de les voir avec plus d'expected goals, parce que mon ressenti, c'était quand même qu'ils n'ont pas eu d'occasion ultra franche en seconde mi-temps sur la phase où ils dominent. Alors oui, bien sûr, c'est pas normal de les voir aussi haut, aussi rapidement, sachant qu'ils étaient en infériorité numérique, mais au final, Donnarumma n'a pas eu de gros arrêts à faire. L'essentiel des tirs venait de l'extérieur de la surface, et donc je relativisais un petit peu. Après, c'est vrai que défensivement, par exemple, quand on voit Marquinhos se faire balader à plusieurs reprises en première mi-temps par Eli Wahi, bon, qui est évidemment un joueur qui a du ballon, qui a du football, mais qui fait 1m81 pour 74 kg, quoi. Donc c'est-à-dire que c'est pas le profil qui d'habitude bouge Marquinhos en fait. Tu vois, il a de la vitesse, il a du punch, Marquis. Normalement, les attaquants qui réussissent à le bouger, c'est ceux qui sont plus grands que lui, qui sont plus véloces, qui sont assez larges, qui sont difficiles à bouger. Bon, c'est pas trop le profil d'Eli Wahi. C'est pour ça que ça a un peu dénoté hier sur la performance de Marquinhos, souvent en difficulté, notamment en première mi-temps. Autre chose à signaler, pour nuancer ce que je disais justement, comme quoi les Lensois, au final, se créent peu d'occasions nettes. Ça peut être gage d'une bonne gestion, d'une bonne défense de la surface du PSG. Voilà, globalement, un Danilo Pereira, un Ugarte ont été présents, un Marquinhos en deuxième mi-temps. Et finalement, si on veut être objectif, celui qui a été le moins bon pour défendre dans sa surface, c'est peut-être Warren Zaïre-Emery, tu vois, avec des dégagements pas très bien jaugés, des erreurs de positionnement, mais bien évidemment qu'on lui en tient par rigueur. On énonce ce fait, mais on lui en tient par rigueur parce que c'est pas son poste. De l'autre côté, il faut aussi noter qu'hier, les Lensois, on avait une équipe qui sous-performe complètement offensivement cette saison. D'ailleurs, le but de Barcola, à la base, c'est une récupération d'Danilo sur une transition offensive lensoise qui est mal jouée de leur part, avec une mauvaise décision. Lens cette saison, si on veut prendre des stats, Lens cette saison, ils ont marqué 21 buts, avec 31 expected goals. Alors que Brest, notre prochain adversaire, c'est 27 buts pour 29 expected goals. Autant vous dire qu'au Parc des Princes, dans 15 jours, normalement, on devrait avoir une équipe un peu plus clinique, un peu plus en confiance au moment de faire le dernier geste aux abords de la surface. Donc ça aussi, c'est à prendre en compte pour le match d'hier. Après, concernant leur pressing, c'est vrai qu'ils ne venaient pas nous chercher, à part sur nos 6 mètres. Là, par contre, c'est vrai que c'était vraiment de l'individuel, très très haut, il cherchait vraiment à nous gêner, et Donnarumma avait la solution. Encore une fois, Luis Enrique a bien travaillé son match, puisqu'on a vu Donnarumma allonger plus de fois que d'habitude. Voilà.
Et je pense que pour les Lensois, bon, ils avaient aussi en souvenir le match aller en août, rappelez-vous, qu'on gagne 3-1 avec le but d'Mbappé sur une passe décisive de Lucas Hernandez. Justement, on les avait tués en contre à ce moment-là, alors que eux, c'était peut-être un petit peu trop livré. Là, Franquez, bon, il n'était pas sur le terrain, il était en tribune. C'est vrai qu'il a eu sa suspension, donc c'était une situation un peu délicate. Peut-être que, en fait, il voulait pas trop prendre de risques. Voilà. Et en réalité, hier, je vous disais que on a désormais notre attaque titulaire, Mbappé, Barcola et Dembélé. Aujourd'hui, j'irai plus loin. Pour le match contre la Real Sociedad, alors on est à un mois, vous me direz tout peut se passer, mais en l'état, avec voilà, un effectif au complet, tous les joueurs en forme, j'exclus Nuno Mendes et Kimpembe des débats, il reste que 2 places en fait à pourvoir dans cet effectif. Celle au milieu de terrain d'Ugarte, qui sera peut-être en balance, qui va devoir euh, crapahuter pour aller chercher cette titularisation contre la Real. Et encore, la question de ses qualités, ses caractéristiques intrinsèques se posera au moment de faire le 11 contre cette équipe espagnole qui colle peut-être pas avec ses qualités. Et en défense, Lucas, Marquinhos, Hakimi seront titulaires. Par contre, la question du quatrième, elle se posera. Pour le reste, je pense que tout le monde a gratté sa place de titulaire au moins jusqu'au match aller contre la Real, qui rebattra évidemment certaines cartes s'il y a des prestations qui sont décevantes et d'autres qui réussissent à se montrer, se mettre en valeur. Mais voilà, c'est vrai que là, on a quand même un 11 quasiment titulaire, que 2 places. Donc c'était suffisamment rare en première partie de saison pour le souligner. Après, je terminerai sur la dimension collective. C'est vrai que c'est un match qui est difficile à analyser, dans le sens où qu'est-ce qui se passe si Lens mettent le penalty au début du match? Qu'est-ce qui se passe si ils prennent pas rouge, tu vois? De l'autre côté, qu'est-ce qui se passe si nous, on tue le match dès la première mi-temps, avec les occasions qu'on a? Ça aurait pu être le cas. Voilà. Les Lensois peuvent vraiment s'en vouloir, comme j'ai dit, offensivement ils pêchent, mais défensivement aussi, sur les buts. Hier, je mettais en avant la responsabilité de Brice Samba. C'est vrai, dans tous les cas, de toute façon, on le dit, le foot, t'as beau gagner la bataille du milieu de terrain, il se joue dans les 2 surfaces, et bien sûr, dans les 2 surfaces, plus qu'autre part sur le terrain, c'est le talent individuel qui s'exprime plutôt que les consignes. Voilà. Pour revenir donc sur les joueurs. Donc Donnarumma, Luis Enrique, il a confirmé sur Prime Video que concernant le penalty, ils avaient travaillé ça avec le staff, le fait que le tireur allait tirer au milieu, donc ça c'est bien. Ensuite, comme j'ai dit, il a surtout eu des frappes de loin des Lensois, donc voilà, on peut atténuer les difficultés qu'on a connues défensivement en disant ça. Mais on sait que les frappes de loin, il les repousse mal parfois, il les repousse pas très bien. Donc il l'a plutôt bien fait, notamment celle en première mi-temps qui partait en pleine lucarne. Elle est bien repoussée de sa part. Et puis dans les airs aussi, il a été très bon. Alors Zahir Emery, hier je disais que je ne voulais pas de ce positionnement. C'était des briefs à chaud. Là aujourd'hui je comprends un peu plus l'idée évidemment. Je reviens à l'intro de la vidéo. Particularité du match d'hier, le défi athlétique que les Lensois t'imposent sur le côté avec leur piston. Tu mets Zahir Emery pour y répondre. Bien évidemment que c'est pas Carlos Soler au duel. Donc, je comprends ça. Par contre, sur sa performance, comme j'ai dit plus tôt, défensivement, il y a eu quand même quelques petites erreurs. Bon, offensivement, il a essayé de se montrer. Il s'est démené, il a fait des appels dans plusieurs zones. Ça a été assez intéressant par moments. Mais en fait, j'espère qu'il ne sera pas reconduit. Et je me souviens de son enchaînement au poste de latéral droit, des matchs à Lille, puis Metz, au Parc des Princes fin 2023. Alors que contre Metz, tu avais Carlos Soler et Hakimi disponibles qui étaient tous les deux sur le banc, tu fais enchaîner Warren. Donc ça veut dire qu'en fait, cette solution n'est peut-être pas que de circonstances. Et c'est ce qui me fait un petit peu peur avec Luis Enrique, parce que vraiment,
Warren, je ne veux pas que nos meilleurs joueurs soient bridés pour mettre dans un certain confort des joueurs qui sont absolument lamentables. Bon, Marquinhos. Marquinhos, à la relance, il a eu un bon comportement. C'est vrai qu'il a essayé de faire monter sa ligne défensive à plusieurs reprises. On le voit parler à Danilo, par exemple. Il y a les ballons longs qui sont envoyés à Mbappé et Dembélé en première mi-temps, donc c'est assez intéressant. Défensivement, la première mi-temps est beaucoup plus compliquée que la deuxième. C'est vrai qu'il s'est fait balader par moments et ça a été un petit peu ridicule pour lui, c'est dommage. Notons quand même qu'il se reprend un peu en seconde. Tout comme Hernandez en fait. La lecture est un peu la même pour les deux, c'est-à-dire qu'on pense que le PSG en deuxième mi-temps a été beaucoup moins bon, c'est vrai, et c'est décuplé par le fait qu'on était en supériorité numérique, donc que c'est inacceptable de subir autant face à une équipe qui a un joueur en moins, mais pour ces deux-là, particulièrement, leurs secondes mi-temps sont meilleures que leurs premières. Voilà. Danilo, je reviens pas dessus, il a fait un vrai match de patron. Ugarte, rien que la décision de le titulariser au poste de numéro 6, pareil, ça, en prévision du match contre la Real Sociedad, ça pour le coup, je pense que c'est pas une solution de circonstance. Hein. Warren Zaïre-Emery, le fait de jouer extérieur, je pense que ça, c'était des solutions typiques pour le match d'hier. Par contre, Ugarte numéro 6, sur une configuration comme ça, face à un adversaire qui le cadre très bien, qui presse beaucoup à la relance, alors que c'est pas du tout les qualités d'Ugarte, de se retourner rapidement, de résister à la pression. Je pense que c'est un vrai signal positif qui lui a été envoyé et sur lequel on peut donc mettre une perspective un peu plus lointaine que le match d'hier, à confirmer. Lui a su répondre, voilà, comme je l'ai dit, il a été plutôt bon, notamment et quasi exclusivement sans ballon, puisqu'avec ballon, on sent qu'on a un joueur sans confiance, mais là, on a quand même un match qui a été son meilleur depuis bien longtemps. Donc ça fait plaisir, bien évidemment. Vitinha, pareil. Vitinha, j'ai vraiment apprécié son match. C'est-à-dire qu'en première mi-temps, il était dans un rôle un petit peu de rupture, à lancer des contre-attaques sur l'instinct de la passe première intention. Et puis en seconde, il s'est un peu plus connecté avec ses partenaires dans les petits espaces. Dans le dernier tiers aussi, où il doit choisir la solution individuelle, beaucoup plus souvent Vitinha. Il faut, pour qu'il puisse marquer, à un moment donné, il fait un très beau tir pied gauche, encore une fois, mais il y a trop d'autres situations où il va chercher son partenaire. Mbappé sur l'un des derniers contres de la soirée. Mais encore une fois, son match, je l'ai vraiment bien aimé, et c'est vrai qu'il fait partie de ceux qui, en fait, au mois de septembre-octobre, n'étaient pas titulaires, et aujourd'hui, la question n'est pas de savoir s'il est titulaire, mais de savoir où est-ce qu'il l'est, parce qu'il l'est. Voilà. Est-ce qu'il est titulaire en numéro 6 ou est-ce qu'il est titulaire en relayeur gauche contre la Real Sociedad? Bonne question. Barcola, comme j'ai dit, il a gagné sa place de titulaire. C'est un vrai potentiel. Franchement, je trouve ce gamin quand même très complet. Et je me dis que si je me projette dans quelques années, que je repense au montant du transfert, par exemple, Kolo Muani, 90 millions pour des qualités. Il a des qualités, bien évidemment, Kolo Muani, mais des défauts qui sont quand même très marqués et une palette qui me paraît pas très diversifiée. Ça fait mal. Ça fait très mal aux fesses, les gars. Par contre, Barcola, me dire qu'on a mis 45 millions plus 5 de bonus pour une palette qui est quand même très large. Bien sûr, il y a des axes de progression, mais on sent qu'il y travaille et que, bien évidemment, c'est une science exacte du foot, ça, le fait que enchaîner te met en confiance et fait que tu joues beaucoup mieux. Donc vraiment, je suis très content. Je suis très content du côté complet. Il est capable de prendre la profondeur. Hier, il met son but comme ça. Sur les contres, il est impliqué à chaque fois. Les contrôles de sa palette technique, c'est vraiment ce que je préfère parce qu'il y a des ballons. Alors, si on veut parler de manière brute, on pourrait lui trouver un défaut dans le fait que c'est vrai que dans les 1 contre 1, quand il va titiller le défenseur, bon, il y a des moments, il passe pas quoi. Il y a des moments, des séquences où il passe pas pendant un quart d'heure, 20 minutes. Et bon, à la fin, c'est vrai que ça devient un peu chiant. Mais de l'autre côté, il faut signaler que ses partenaires lui donnent aussi des ballons parfois qui sont un peu pourris, qui le mettent arrêté comme ça dans des zones pas très idéales, voilà, où tu as déjà perdu du temps à faire des efforts pour contrôler un ballon mal donné. Donc tout ça est évidemment à nuancer. Voilà. Comme j'ai dit, recevoir le ballon arrêté et faire des différences, ça c'est ce qui m'impressionne le plus parce que
c'est ce qui fait sa particularité en fait. C'est quand il reçoit le ballon, qu'il va aller titiller le défenseur et qu'il va le prendre de vitesse, mais dans un registre très différent de tous les ailiers qu'on connaît actuellement, parce que il est plus grand, moins musclé, et donc il dégage une certaine nonchalance. Il a évidemment beaucoup moins de punch qu'un ailier de 2023. C'est-à-dire que la différence, il va pas la faire direct sur un big coup de rein à la Kylian Mbappé, mais plutôt sur une prise de vitesse. Une fois qu'il est lancé, c'est vrai qu'il est difficilement arrêtable et il est très juste dans ses gestes dans le jeu, à part quand il arrive dans le dernier tiers. Et ça, c'est vraiment très intéressant, cette faculté-là qui fait vraiment toute la singularité du joueur et qui fait qu'on l'apprécie. Voilà. Évidemment, c'est un ailier fatal. J'oublie pas l'attitude défensive, très bonne bien évidemment. Ça me donne beaucoup d'espoir. Cette palette très large, honnêtement, j'ai beaucoup d'espoir, beaucoup plus que sur un Colomani si je devais revenir à lui. Peut-être pour progresser, et ça c'est du ressort de Luis Enrique aussi, je pense, parce que Barcola, comme je disais, colle beaucoup la ligne. Et je pense qu'il gagnerait à faire plus d'appels intérieurs, ou même avec le ballon, s'emmener le ballon plus vers la densité, mais aussi vers le but. Parce que Barcola, alors pour les appels sans ballon, je pense que ça c'est Luis Enrique qui lui demande vraiment d'aller fixer la ligne défensive en restant collé à la ligne et donc faire des appels dans l'axe. Bon, ça c'est Luis Enrique. Par contre, quand Barcola a le ballon et que la plupart du temps, c'est vrai, il prend la solution de débordement plutôt que d'incursion axiale, il devrait y travailler. Surtout qu'hier, le carton rouge qu'il va chercher, pardon, c'est sur une incursion axiale. Donc il faut vraiment qu'il développe cette capacité-là parce que, évidemment, ça le rapprochera du but. Hein. C'est une science exacte, les gars. Le foot, c'est des buts. Il faut essayer de s'en rapprocher. C'est comme Mbappé numéro 9 plutôt qu'ailier gauche. Hein. Automatiquement, il a beaucoup plus d'occasions de marquer et il tourne à plus d'un but par match. Voilà, c'est la réalité. En plus, Barcola, ça le rapprocherait d'Mbappé de faire des appels intérieurs. Et ça pourrait aussi permettre à Mbappé, du coup, quand Barcola fait ce genre d'appel, de reprendre le côté gauche que Barcola délaisserait pour aller plus vers le but. Voilà, donc ça, je pense que c'est quelque chose qu'on peut travailler par la suite. Et puis enfin, Mbappé, hein, qui s'adapte de plus en plus à son rôle. Hier soir, il a été très juste, il a su s'adapter à ses partenaires, à ce que les configurations du match demandé, voilà, en fonction des temps forts, temps faibles et tout ça. Il a été vraiment bon, même si bien sûr techniquement il y a eu du déchet, mais c'est le lot de tous les neufs comme ça. Encore une fois, on ne cessera jamais de le répéter, Mbappé est notre meilleur numéro 9. Voilà. Il fracasse complètement Colomboigny, Gonzalo Ramos et tout ça. Et alors, c'est vrai que ces derniers jours, bon, Santi Aouna, il a sorti son info comme quoi il signerait au Real la semaine dernière. Depuis, il s'est fait humilier complètement avec Foot Mercato parce qu'il y a eu le démenti de l'entourage. Ils avaient sorti la fin du deal avec Jordan vendredi soir et au final, même le club a démenti. Ils ont sorti que Diego Llorente, ça y est, il voulait rejoindre le PSG, que c'était l'option et tout ça. Julien Froment a dit non, non, ça n'a jamais été une option pour le PSG. Bon, mais dans tous les cas, par exemple, hein, de l'autre côté, tu as Loïc Tanzi sur l'équipe qui te dit que la tendance aujourd'hui pour Mbappé est à un départ au Real Madrid. Et cet après-midi, qui a dit ça? Abdellah Boulma, qui a dit que Mbappé va pour partir. Bon, je pense à ces 6 derniers mois en 2022, où il était absolument insaisissable. Et j'espère que là, pour potentiellement la vraie fin, il le sera tout autant hein, en Ligue des Champions. Rappelez-vous comment il marche sur l'eau contre le Real, match aller comme match retour en fait. Et puis voilà, à chaque match, il était vraiment extraordinaire. D'ailleurs, il a donné une interview très intéressante et franchement, quand je vois ces interviews, ça me rapproche de lui parce que je kiffe. Je prends du plaisir à écouter les interviews de 17 minutes. Elle est sur YouTube. Vraiment, tapez interview à Mbappé Prime Video si vous ne l'avez pas vu. Il parle de ses buts, il parle tactique. C'est vraiment passionnant. De l'autre côté, je me dis, ce genre de discours avec un contenu rétrospectif des buts de sa carrière, mais surtout des buts qu'il a marqués depuis qu'il est venu au PSG, bon, ça sent pas bon. Les articles qui sortent, ça sent pas bon. Ça sent le départ. J'en ai quand même un peu l'impression. Et donc j'espère qu'on va profiter sur les 6 derniers mois au maximum. D'ailleurs, dans cette interview Prime, c'est très intéressant puisqu'il dit que sa fameuse spéciale qui consiste à fermer le pied au dernier moment pour chercher le premier poteau et tromper le gardien, et le défenseur, qu'il n'a plus à dribbler selon lui, ça il l'a travaillé avec le staff de Pochettino. Et ça c'est vrai que c'est un paradoxe extraordinaire. Pochettino a été un des pires entraîneurs du PSG. Alors vous me direz en Ligue des Champions, c'est vrai les grands matchs étaient plutôt bien abordés, c'est à mettre à son crédit, mais moi je suis désolé, je ne peux pas respecter un entraîneur qui est arrivé en touriste
comme Pochettino en Ligue 1, à pas préparer ses matchs, à faire aucun ajustement, à faire des conférences de presse absolument insipides. Et surtout, les gars, en fait, ça touche aussi à l'extra sportif parce que, en fait, pour moi, Pochettino est absolument indéfendable dans la mesure où tu pourrais me dire, oui, Ligue des Champions, il a plutôt bien préparé les matchs, oui, machin, tu pourrais essayer de le défendre, bien sûr. Mais moi, je répondrais, Pochettino, au bout de 6 mois, en fait, il se rend compte que le costume est trop grand et il veut retourner à Tottenham. Il veut se casser. Euh, Au bout de 8 mois, il y a une autre rumeur à Manchester United. Et les gars, elles étaient fondées, ces rumeurs. Ils voulaient se barrer. Voilà. Ils voulaient se barrer au bout de 6 mois. Donc à partir de là, en fait, ce fait marque, illustre l'échec de Pochettino au PSG. Et malgré ça, mais je pense qu'en club, ça a été le meilleur entraîneur que Kylian Mbappé ait eu, celui qui l'a le plus fait progresser et celui qui a réussi à exploiter, maximiser les qualités d'Mbappé par rapport à un collectif, avec, on le rappelle à l'époque, un impératif vis-à-vis des blessures qui se multipliaient, Neymar et tout ça. Et donc un Mbappé qu'il a su mettre ailier gauche avec Messi en faux numéro 9, Mbappé numéro 9 aussi sous Pochettino. Donc voilà, n'oublions pas tout ça. Bref, bonne soirée à tous, n'hésitez pas à poser un like si cette vidéo vous a plu, vous abonner si ce n'est pas déjà fait, et on se retrouve très vite demain probablement pour parler mercato si on a beaucoup d'infos. Là j'avais noté quelques trucs sur Moscardo, c'est un délire ce qui se passe avec Gabriel Moscardo, là on est quand même sur un des dossiers les plus WTF du PSG Mercato QSI, voilà. Et Kitike aussi, même si ça se bouscule pas, on est quand même le 15 janvier, et on n'a toujours pas de dossier concret pour lui, je commence un peu à m'inquiéter. Ciao les amis, prenez soin de vous, et allez Paris avant tout.